ce sera une communication qui sera très très simple. J'utilisais un langage très très simple pour permettre qu'il y ait le maximum de questions possibles sur le sujet qui nous a été donné. Alors, endettement et croissance. Quelle compréhension peut-on en avoir? Est-ce qu'il y a un lien entre l'endettement qui existe dans un pays et la croissance de ce pays? Alors, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on entend par endettement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, c'est un engagement qui est fixé sous forme d'emprunt. C'est ça l'endettement. Mais l'endettement, dit comme tel, pour bien comprendre le problème, on peut effectivement le disséquer. Il y a l'endettement privé, il y a l'endettement public. Il y a l'endettement de long terme, il y a l'endettement de court terme. Il y a l'endettement intérieur et l'endettement extérieur. Alors, commençons tout d'abord par la déclinaison privée et publique qui est importante et qui va nous permettre de visualiser le lien entre l'endettement et la croissance. L'endettement peut être privé comme il peut être public. Parlons tout d'abord de l'endettement privé. Les individus peuvent être endettés. Dans un pays, vous et moi, nous sommes des individus, nous pouvons nous endetter. Est-ce que cet endettement a un impact sur la croissance? L'endettement peut être le fait des associations. Le groupe des souverainistes peut s'endetter. Est-ce que cet endettement a un impact sur la croissance? L'endettement peut être le fait des entreprises qui s'endettent. Est-ce que cet endettement a un impact sur la croissance? Ça, c'est l'endettement globalement privé. Ensuite, il y a l'endettement de l'État, c'est-à-dire l'endettement public, c'est-à-dire l'endettement de l'État, l'endettement des collectivités locales. Donc, on voit dans un pays quels sont ceux qui, effectivement, peuvent s'endetter. Maintenant, l'endettement, on peut s'endetter à court terme. Cela veut dire que les remboursements seront faits dans les 2 ans. On peut s'endetter à long terme. Les remboursements peuvent aller jusqu'à 15, 20, voire 25 ans. Et puis, on peut faire la déclinaison entre l'endettement intérieur, c'est-à-dire auprès des sources internes, et puis l'endettement extérieur auprès des sources externes. Nous allons décliner ces sources-là lorsque on prendra appui sur la déclinaison privée et publique. Alors la croissance, on en parle. Qu'est-ce que c'est? De manière très très simple. C'est une augmentation. Et c'est un phénomène essentiellement privé. Augmentation de quoi? Si vous passez d'un enfant à 2 enfants, vous avez augmenté le nombre d'éléments de votre famille. C'est la croissance. Vous n'avez qu'une maison. Vous en construisez 2 ou 3. C'est la croissance. Donc, c'est une augmentation. Mais le problème, vous avez 2 maisons. Et puis, vous avez un problème. Vous en vendez une. Alors, à partir de ce moment-là, vous n'allez pas dans la croissance. Vous réduisez effectivement votre patrimoine. Et ça pose problème. Voilà pourquoi on ne regarde pas la croissance par rapport à la courte période. Pourquoi? Parce que un mois, vous avez gagné au loto ou alors vous avez effectivement eu 300 000 francs en plus. Et puis, 6 mois après, eh ben, vous n'avez même plus rien. Donc on va regarder ça sur la longue période pour voir si sur la longue période, vous allez de maison en maison, vous allez d'enfant en enfant, vous allez effectivement... et ça, c'est sur le plan privé, sur le plan public. L'entreprise, est-ce qu'elle a des marchés de plus en plus importants? Est-ce qu'il y a de plus en plus dans un état de routes qui sont construites? C'est cela qu'on appelle la croissance de manière très très simple. Et pourquoi si on s'intéresse? Parce qu'on pense, à tort ou à raison, que quelqu'un qui a un enfant face à quelqu'un qui a 3 enfants, l'un est pauvre, l'autre est riche, à tort ou à raison. Parce qu'on pense que quelqu'un qui n'a qu'une maison face à quelqu'un qui en a 4, eh bien effectivement, il est plus pauvre, à tort ou à raison. Voilà pourquoi on s'intéresse à la croissance, c'est-à-dire l'augmentation permanente du nombre de biens qui sont mis à la disposition des agents économiques. Et qu'est-ce que ça vise? À tort ou à raison, on pense que plus vous avez de maisons, plus vous avez de biens, mieux vous êtes. Voilà pourquoi on s'intéresse à ce phénomène de croissance. Alors à partir de ce moment-là, où est-ce que, à partir de l'endettement, avant de parler du lien, on va se dire effectivement que la croissance, bien sûr, c'est un phénomène essentiellement privé.
Cela veut dire, quand on parle de croissance, c'est d'abord les individus qui peuvent passer d'un enfant à deux, qui peuvent passer d'une maison à deux ou trois, au fil du temps. C'est le fait des entreprises qui, effectivement, gagnent des marchés. Il était implanté à Libreville, maintenant il est implanté à Libreville, à Mouila, à Port-Gentil, etc., etc. Donc c'est essentiellement privé. Pourquoi? Parce que c'est la production de biens. Et on estime que la production de biens, c'est le fait des individus, c'est le fait des entreprises. Donc, essentiellement, la croissance est un phénomène privé. Maintenant, public, quand on parle d'un État, des collectivités locales, ce n'est que par ricochet. Pourquoi? Parce que si les entreprises et les individus deviennent de plus en plus riches, l'État va collecter de plus en plus d'impôts. Et puisqu'il collecte de plus en plus d'impôts, il dispose des ressources de plus en plus importantes. Et c'est là, effectivement, qu'on sent sur le plan public la croissance. Mais ce qu'il faudrait savoir, ce à quoi on s'intéresse aujourd'hui, c'est le lien entre croissance, endettement et croissance. Est-ce que le fait de s'endetter amène nécessairement la croissance? Maintenant que nous savons les types d'endettement, que nous voyons à peu près ce que c'est la croissance, est-ce qu'il y a un lien? Alors, le lien, il est indirect. Pourquoi? Parce que la croissance procède de l'investissement, ce qu'on appelle investissement, en termes très très simples. La croissance procède de l'investissement, qui s'entend dans deux sens. C'est-à-dire l'emploi, de manière très très simple, des capitaux, c'est-à-dire des moyens financiers, pour augmenter la production. Vous utilisez des moyens financiers pour augmenter la production. Vous produisez 10 bâtons de manioc. Vous voulez en produire 15, vous allez déployer les moyens financiers pour augmenter votre production de manioc. L'investissement peut également s'entendre comme un placement de fonds. Mais dans l'entendement premier, la croissance procède de l'investissement. Puisque la croissance, c'est la production de plus en plus de biens, pour produire le bien, il faut effectivement employer des moyens pour cette production-là. Donc c'est par là que se trouve le lien. La croissance procède de l'investissement. Et le problème, c'est qu'on peut s'endetter alors pour pouvoir investir. Dès lors qu'on a investi, on accroît le nombre de biens sur une longue durée, donc on tombe sur la croissance. Alors, bien évidemment, lorsqu'on voit ce lien-là, pour mieux le visualiser, pour comprendre la situation dans un pays, on va partir de l'endettement privé avec toutes les déclinaisons pour voir s'il y a un lien avec la croissance, et là on répond nécessairement oui. On va partir de l'endettement public pour voir s'il y a un lien avec la croissance, là on va dire ça dépend. Alors, partons tout d'abord du premier lien. Endettement privé pour la croissance, et en cela ça devient pour un État une préoccupation secondaire. Un État, c'est-à-dire un gouvernement, une préoccupation secondaire. Je m'explique. Alors, si nous prenons l'endettement privé, ce n'est pas la principale préoccupation d'un État, d'un gouvernement. Pourquoi? Parce que l'entreprise privée s'endette, l'individu s'endette, c'est lui également qui rembourse. Et il s'endette pour accroître le nombre de biens. Donc il a une fonction objective individuelle. Il veut aller à l'accroissement des biens qu'il vend. C'est sa richesse. Il, effectivement, a un objectif à atteindre et il les déploie. L'État, 1, il peut constater. L'État, 2, peut favoriser. Mais quand on s'endette, quelles sont les sources de financement? Où est-ce que les privés trouvent leur argent? Où est-ce que les individus peuvent trouver leur argent? C'est ce qui pose le problème du prêteur. Qui est le prêteur? Et dès lors qu'on voit le problème de prêteur, on voit automatiquement le problème de remboursement. Alors, les sources de financement, elles sont de trois sortes quand il s'agit du marché, quand il s'agit des privés. Prenons essentiellement les entreprises qui nous intéressent, parce que la croissance, c'est le fait des entreprises. C'est le fait des entreprises. Alors, prenons essentiellement les entreprises. On peut mettre les individus là-dedans, puisqu'il y a des entreprises individuelles.
première source, ce sont les banques. On appelle ça l'intermédiation financière en termes savants. Les banques. Vous voulez développer une activité, vous allez effectivement emprunter auprès des banques, moyennant le taux d'intérêt. Ce n'est pas gratuit, bien évidemment. Il y a le loyer de l'argent, il y a un prix, c'est le taux d'intérêt. Et généralement, les taux d'intérêt sont très très élevés. Et voilà pourquoi on a condamné ce type d'économie, où les entreprises vont auprès des banques. C'est ce qu'on a appelé des économies d'endettement. C'est ce qui caractérise les pays en voie de développement. C'est-à-dire que les entreprises, pour se déployer, n'ont pas d'autre source que d'aller auprès des banques. Or, les banques ont un taux d'intérêt qui est très très élevé. Et deuxièmement, on va vous demander un dossier bancable. Donc, les conditions sont telles que très peu d'entreprises y parviennent. Et on va voir effectivement que ensuite, on n'accède pas à n'importe quel niveau de crédit. Et véritablement, c'est la première source. L'autre source, c'est celle qui existe dans l'espace francophone depuis 1974, alors que dans les pays anglo-saxons, cela existe depuis. C'est le marché financier. Le marché financier, il a l'avantage de ne rien coûter à l'entreprise. L'entreprise émet des actions et des obligations. Et les détenteurs de capitaux viennent souscrire à des actions et des obligations. Ça ne lui coûte rien du tout. C'est l'émission des actions. Et à partir de ce moment-là, elle reçoit de la trésorerie sans taux d'intérêt et elle peut déployer son activité. Alors, là, ce sont des économies de marché financier. Et les économies industrialisées sont des économies de marché financier. Alors, donc, c'est la deuxième source. La troisième source, bien évidemment, c'est l'endettement extérieur. Il peut, et là, pour les entreprises privées, peuvent bénéficier des lignes de crédit extérieures, à condition effectivement qu'il y ait des canaux par lesquels ils passent. Mais généralement pour les entreprises, le grand canal, c'est le marché des capitaux. Et quelle est la préoccupation de l'État alors? Que fait l'État face à cela? Qu'est-ce que l'État peut faire? L'État peut favoriser. Pourquoi l'État favorise? Parce que son problème alors, puisque l'endettement c'est les individus, puisque l'endettement c'est les entreprises, ce n'est pas l'État. Et cet endettement-là, l'État peut effectivement améliorer la situation. Il ne veille que sa préoccupation, c'est veiller à ce que cet endettement ne perturbe pas les grands équilibres, ce qu'on appelle les grands équilibres. Pourquoi? Parce que si des particuliers vont prendre de l'argent en banque, ils ont des lignes de crédit très très faciles. Ces particuliers vont acheter. Et quand ils achètent beaucoup, c'est la demande qui augmente. Or, vous avez une dame qui n'a que 10 bâtons de manioc. Vous êtes 100 à vouloir de ces 10 bâtons, le prix du manioc va augmenter. Donc, nécessairement, ce que l'État doit craindre, c'est que, effectivement, il n'y ait pas, on ne perturbe pas les grands équilibres. Et la première préoccupation, qu'il n'y ait pas augmentation générale du niveau des prix, dont l'inflation. L'autre préoccupation des grands équilibres, c'est que l'État doit éviter le chômage. Si les entreprises, effectivement, ne peuvent pas s'endetter et augmenter leur activité, ils ne peuvent pas embaucher plus de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Donc, il y a un problème, une préoccupation de l'État. La dernière préoccupation, c'est que s'il n'y a pas suffisamment d'argent dans un pays, on est en sous-liquidité bancaire. Et ça peut provoquer une baisse de l'activité, donc du chômage, etc., etc. Et quels sont les outils dont dispose l'État dans ce cas-là? C'est ce qu'on appelle traditionnellement la politique monétaire. Il peut encadrer le crédit. Quand il voit que les prix vont augmenter, on encadre le crédit, c'est qu'on serre le crédit des banques. Et les banques, effectivement, puisque normalement les banques sont en banque, c'est-à-dire elles ont un prêteur en dernier ressort qui est la banque centrale, on va vicier le taux directeur et les taux d'intérêt seront élevés. S'ils sont élevés, on ne peut pas accéder au crédit. Ils ont ensuite, effectivement, comme politique, le taux directeur de la banque centrale. Si vous augmentez le taux directeur de la banque centrale, le taux de base,
puisque les banques s'endettent auprès de la Banque centrale pour faire des crédits, elles ont une marge de crédit, donc ça augmente les taux d'intérêt des banques, et là c'est un moyen de limiter les crédits si on pense effectivement que ça porte préjudice à la stabilité des prix. Et puis, on peut contrôler la masse monétaire en circulation. Ça, c'est l'État, c'est son pouvoir régalien. On peut dire, ben, la Banque centrale va limiter les billets qui sont émis. À partir de ce moment-là, il n'y a pas une liquidité trop importante et on contrôle. Et enfin, aujourd'hui surtout, en serrant ce qu'on appelle des politiques macro-prudentielles, cela veut dire qu'on va regarder, et dans notre sous-région, c'est la COBAC qui se charge de cela, on va regarder quel est le comportement des banques, comment est-ce que les banques octroient des crédits pour qu'il n'y ait pas de dérapage et que les banques ne tombent pas effectivement en faillite. Donc, pour nous résumer sur ce point, l'endettement privé, c'est celui qui favorise le plus la croissance, et de ce point de vue, l'État n'a qu'une préoccupation secondaire, vérifier que cet endettement privé ne soit pas de nature à perturber les grands équilibres, soit en entraînant l'augmentation générale des prix qui effectivement réduit le bien-être des populations, soit effectivement en provoquant une baisse de l'activité qui va amener le chômage. Mais maintenant, quand on parle généralement d'endettement dans des pays, c'est plus vers l'endettement public. Mais il y a un dernier point sur l'endettement privé. C'est que généralement, nous on est dans des pays pauvres, mais dans des pays qui fonctionnent bien et qui sont des pays riches, on se préoccupe quand même du niveau d'endettement des individus. Parce que si les individus sont très très endettés, ils ne peuvent pas, bien évidemment, avoir de l'épargne, ils ne peuvent pas placer leurs ressources, et il n'y a donc pas suffisamment de ressources pour financer les entreprises privées. Mais l'État a un œil, mais c'est une préoccupation secondaire. Généralement, quand il y a une préoccupation première, c'est qu'il s'agit précisément de l'endettement public. Et là, en termes de lien entre endettement public et croissance, le lien est indirect. Le lien n'est pas direct. Et on va voir en quoi. Mais cet endettement public devient la préoccupation majeure pour tout État. Alors on va, comme on l'a fait pour le privé, regarder deux choses. D'abord, quelles sont les sources de financement pour l'État? Ensuite, quels objectifs vise l'État et comment est-ce que effectivement on peut résoudre les problèmes d'endettement qui se posent à un État? Les sources de financement, elles sont de trois ordres. Il y a tout d'abord les banques. L'État, effectivement, peut s'adresser aux banques. Dernièrement, on a payé des fonctionnaires sur la base des rappels. Ce sont des banques qui ont payé. C'est effectivement un endettement de l'État auprès des banques. Mais on passe par la Banque centrale. Ce qui veut dire effectivement que l'État peut lui également s'adresser aux banques. L'État peut procéder à des emprunts, un emprunt obligataire. Cela veut dire que l'État, qui n'est pas une entreprise qui émet des actions et des obligations, va pouvoir émettre ce qu'on appelle des bons du trésor. Et les gens vont souscrire à ces bons du trésor, il y a déjà eu cela dans la sous-région, et puisque les gens souscrivent aux bons du trésor, effectivement, l'État a des ressources additionnelles pour déployer son action. Mais l'État peut également s'adresser à l'extérieur. Et on regarde tout d'abord les institutions internationales. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la BAD et toutes les autres institutions, elles sont nombreuses, effectivement, internationales. Et l'ensemble de ces institutions, aujourd'hui, quand on analyse la Banque d'État, on va regarder les institutions qui sont publiques, Banque mondiale et autres, et les institutions qui sont privées. Au point que lorsqu'un problème de dette se retrouve, tous les bailleurs privés se retrouvent, et c'est ce qu'on a appelé le club de Londres, et quand il s'agit effectivement des bailleurs qui sont publics, ils se retrouvent auprès de ce qu'on a appelé le club de Paris. Ah, pourquoi un État s'endetterait-il et quel est le lien entre l'État, l'endettement qu'il fait et la croissance? Alors, l'objectif de l'État généralement,
c'est améliorer le bien-être des populations. Mais comment? Le premier problème, c'est que les entreprises privées qui développent leurs activités nous permettent quoi? Permettent de créer plus de biens, permettent d'employer plus d'individus. Et quand les individus sont employés, ils sont en activité, donc ils sont heureux, on suppose. Mais l'État doit veiller que cette activité privée respecte effectivement la nature humaine. Donc de ce point de vue, il va veiller à ce que le bien-être puisse être amélioré, les besoins fondamentaux des populations. Et là, bien évidemment, de manière accessoire, l'État peut s'endetter. Et regardons le budget de l'État. Il y a le budget de fonctionnement, il y a le budget d'investissement, c'est ce qu'on nous dit. Mais quand on regarde le fonctionnement, il y a essentiellement le paiement des salaires. Et généralement, un État fait tout pour ne pas s'endetter pour payer les salaires parce que c'est du court terme. Mais un État qui a des problèmes, malheureusement, il ne pourra jamais s'endetter auprès des institutions publiques. Parce que vous endettez auprès de la BGD, ce n'est pas la même chose que vous endettez auprès de BICI. Les taux ne sont pas les mêmes. Il en est ainsi du Gabon, il en est ainsi des institutions internationales. Les institutions publiques, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, ont des taux plus faibles, effectivement, que le marché. Donc, généralement, quand un État est contraint, ne peut pas payer ses salaires, il va s'adresser au marché. Alors, et généralement, c'est du très très court terme, à des taux prohibitifs. Et là, ça pose véritablement un problème. On verra, lorsque les questions seront posées, on pourra donner des exemples à cet égard. Mais, principalement, pourquoi un État s'endetterait? L'objectif, c'est favoriser la croissance des entreprises. Et pour favoriser cela, l'État s'investit dans ce qu'on appelle des externalités. Ce n'est pas le marché, non. Mais il va favoriser l'activité du marché. C'est ce qui induit ce qu'on appelle des coûts publics, des coûts sociaux. C'est-à-dire ce qu'il coûte à la société qu'une entreprise existe. Une entreprise qui veut s'implanter en Congo, cela suppose que la route Libreville-Congo soit faite. Donc, l'État va donc investir essentiellement dans les infrastructures, dans les infrastructures, les voies de communication, les routes, etc., les écoles, la santé, l'environnement. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les politiques publiques. Alors, pourquoi l'État s'investit dans ça? Parce que les entreprises, elles ont une obligation de résultat et n'ont pas le temps de s'occuper des routes. Ce n'est pas leur problème. C'est l'État qui doit le faire. Ensuite, les écoles, les entreprises, elles ne forment pas, pratiquement pas. C'est à l'État qu'il revient de former des gens qui seront mis à la disposition de l'activité privée pour qu'il y ait la croissance. Si vous êtes, les structures sanitaires doivent exister, autant de critères pour que les investisseurs viennent s'implanter dans votre pays. Et on se préoccupe aujourd'hui des besoins d'environnement. Donc, c'est ce qu'on appelle des politiques publiques. Mais, lorsqu'on parle d'endettement qui est excessif, il faut savoir pourquoi on s'endette. Une entreprise s'endette pour développer son activité, accroître plus de biens. Mais pourquoi un État s'endette-t-il? L'État s'endetterait pour favoriser l'activité des entreprises. Alors, à partir de ce moment-là, vous comprenez que dès lors que la politique s'en mêle et qu'on est dans le domaine politique, vous allez suivre les gens qui vous disent « nous avons besoin de routes, nous avons besoin de puteaux ». Ce sont les préoccupations des populations. On ne peut pas faire le bonheur des gens contre leur gré. Donc, précisément, puisque ce sont les préoccupations des populations, l'État doit s'en préoccuper, mais pas dans le désordre. Parce que précisément, l'organisation, l'endettement va être excessif ou l'endettement va poser problème à partir du moment où la gestion du projet n'a pas été élaborée. Prenons par exemple le problème des routes. Oui, la population vient des routes. Oui, on va mettre effectivement sur deux voies la route Makokou-Menkambo. C'est bien. Les populations le veulent. Mais est-ce que c'est ce par quoi on doit commencer? Pourquoi?
Parce qu'une infrastructure doit avoir un lien avec la croissance. Dès qu'une infrastructure n'a pas de lien avec la croissance, l'endettement qui est opéré pour cette infrastructure est de nul effet et pénalise l'État. Comment? Dès lors, une route, et voilà pourquoi nos routes sont trouées, vous vous êtes posé la question, pourquoi nos routes sont trouées? Pourquoi? Parce qu'une route a un coût, une route a un temps d'amortissement. Mais une route, on la met en place parce qu'on a calculé, on a fait un calcul économique. Quel est le matériel roulant? En quoi ça développe les entreprises? Quelle est la rentabilité sociale de la route? Comment cette route permet à nos entreprises de se développer? Et deuxièmement, sur les taxes qui seront perçues sur les entreprises qui prennent la route et sur les particuliers, en combien d'années peut-on la rentabiliser? Dès lors qu'on a l'année, on se dit, cette route-là, c'est en 10 ans. Alors, on prend pour top, on la conduit, on fait un prêt qui va durer 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on aura eu en 10 ans des ressources qui nous permettront de la refaire. D'où le problème de l'amortissement. Et vous comprenez pourquoi les routes des autres ne sont jamais trouées. Pour nous, les routes sont trouées. Pourquoi? Parce que chez nous, l'investissement n'appelle pas l'amortissement. Vous construisez une belle bâtisse comme cela, mais vous oubliez que par l'usage, effectivement, il faut la refaire en tant de mois, après tant de mois. Nous, on a fait la route, et comme on aime des belles cérémonies, et puis effectivement, la route, non seulement on n'a pas fait le calcul qui nous permet de la faire, mais en plus, on est incapable de l'amortir. Pourquoi? Parce que politiquement, le politique, c'est une source de court terme. L'homme politique vit de l'événementiel. Il ne tient pas à ce qui est solide sur la longue période. Or, la croissance, ce n'est pas de l'événementiel, je vous ai dit, c'est l'augmentation sur une longue période. Et c'est là qu'on est effectivement calme. Prenons le cas des écoles. Bien évidemment, les populations veulent des écoles, veulent des hôpitaux, des dispensaires. Mais ne nous est-il pas arrivé de constater qu'on a des écoles sans maîtres? Ne nous est-il pas arrivé de constater qu'on a des infirmeries sans infirmières? Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu au préalable un calcul qui nous permet de dire qu'une école, c'est un nombre d'élèves, et un nombre d'élèves correspond effectivement à un institut, bien évidemment. Donc, c'est trois choses qui vont ensemble. La formation, bien évidemment, des instituts. Deuxièmement, l'investissement que fait l'État et la rentabilité sociale des gens qui, à long terme, vont recruter effectivement ceux qui sont aujourd'hui à l'école, et on peut alors investir. Ce qui veut dire que quand l'État va emprunter, emprunt public pour une longue période, il doit calculer le temps de la rentabilité sociale, pas rentabilité financière, mais rentabilité sociale du projet. Il en est ainsi des voies de communication, des écoles, des routes, c'est ce qui fait partie des politiques publiques. Or, véritablement, là où le bas blesse, c'est que l'État qui le fait, c'est qui l'État? C'est les détenteurs de l'appareil de l'État. Et ces détenteurs de l'appareil d'État est là, véritablement, il y a deux conceptions de l'État. La conception jacobine, qui est l'État jacobin, qui est une conception, disons, latine, l'État est bienveillant, ou la conception anglo-saxonne où l'État est malveillant. Si on considère que l'État est bienveillant, on lui donne tout. Notre vie, c'est l'État. Il n'y a qu'à. Puisque l'État a dit qu'on fait des routes, on fait. L'État nous dit qu'on fait des ponts, on fait. On lui confie tout. Et quand ça marche mal, il n'y a aucun contrôle. Or, la conception anglo-saxonne, c'est que l'État est nécessairement malveillant. On va lui mettre des contre-pouvoirs. De manière telle, effectivement, qu'en ce qui concerne les objectifs, il y aura des gens pour vérifier. Oui, cet objectif, est-ce qu'il correspond véritablement à nos aspirations? Et voilà pourquoi, aujourd'hui, le pouvoir n'est plus centralisé. Le pouvoir devient centralisé. Et encore plus centralisé dans les pays anglo-saxons, où vous avez les ONG. Ce sont des centres